Bonjour, je suis Dr Annick. Notre cours d'aujourd'hui est basé sur les intoxications. L'objectif de ce cours, c'est de savoir définir une intoxication, de connaître les différents tableaux cliniques d'une intoxication, planifier une démarche diagnostique chez un patient intoxiqué et de savoir le prendre en charge. Avant de commencer le cours, je vais vous présenter un petit scénario qu'on le voit souvent aux différents pavillons des urgences. Il s'agit de Mohamed, c'est un jeune de 28 ans, ouvrier agricole, qui est amené aux urgences après perte de connaissance survenue au lieu de son travail avec crise convulsive généralisée. C'est un nouveau recruté, alors les accompagnants ne savent rien sur ses antécédents. L'examen initial chez ce patient trouve un patient qui est couvert de sueur, présente un coma profond calme avec un score de Glasgow à 10 sur 15. Le malade présente une polypnie avec des signes d'encombrement bronchique. Sa tension artérielle elle est à 10,5. Il a un pouls régulier à 45 par minute. La température centrale elle est à 37,3 et la saturation en oxygène chez ce patient elle est à 85%. L'examen de pupille chez ce patient trouve un myosis serré bilatéral. L'examen général ne trouve pas de signes cutanés. Il n'y a pas de signes méningés et l'abdomen chez ce patient est souple. La glycémie capillaire elle est à 1,8 g par litre. Le sujet, on trouve un rythme sinusal à 45 battements par minute. Les intoxications présentent un grand problème de santé publique, que ce soit dans les pays développés ou bien dans les pays en voie de développement. Elles représentent 20 à 30% des activités des services des urgences et de réanimation. C'est la première cause d'admission à l'hôpital des sujets de moins de 30 ans dans les pays développés. Et c'est la deuxième cause de mort subite dans les pays en voie de développement. Les intoxications peuvent être volontaires dans un but suicidaire, accidentel ou bien criminel. Les intoxications peuvent survenir elles peuvent être individuelles, survenir d'une façon individuelle, c'est comme les intoxications médicamenteuses, ou bien collectives, comme les intoxications au monoxyde de carbone. On définit une intoxication, c'est comme la survenue de tout effet toxique pour l'homme, faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou un produit naturel ou de synthèse disponible sur le marché ou bien présent dans l'environnement. Les intoxications peuvent être médicamenteuses ou bien non médicamenteuses. Les intoxications médicamenteuses, elles sont essentiellement volontaires dans un but suicidaire, mais elles sont souvent polymédicamenteuses. Parfois, elles sont accidentelles, surtout chez les jeunes enfants ou bien chez les sujets âgés par omission. Les psychotropes viennent en premier rang des intoxications médicamenteuses. La mortalité en cas d'intoxication médicamenteuse, elle est très élevée en cas d'intoxication par les cardiotropes. Pour les intoxications non médicamenteuses, c'est la même chose. Elles peuvent être accidentelles. C'est le cas d'intoxication au monoxyde de carbone ou bien des intoxications aux produits ménagers et les pesticides. Elles peuvent être volontaires, toujours dans un but suicidaire, comme en cas d'ingestion d'un produit caustique ou bien des pesticides ou bien une prise d'alcool éthylique. La voie de pénétration d'un toxique, elle peut être digestive, sous forme d'un aliment, d'un médicament ou bien d'un produit ménager. Elle peut être respiratoire, par inhalation, c'est le cas d'intoxication au monoxyde de carbone, ou bien d'exposition à un solvant, d'exposition à un insecticide, ou bien d'exposition à des fumées de combustion. La voie de pénétration d'un toxique, elle peut être cutanée, lorsqu'on est au contact d'une substance passant à travers la peau. C'est le cas d'intoxication aux pesticides qui sont hydrosolubles
ou bien un produit qui est injecté directement par la voie sous-cutanée, c'est le cas des toxicomanes. La voie de pénétration, elle peut être oculaire. Il faut savoir que la plupart des substances existantes dans la nature ou de synthèse sont susceptibles à partir d'une certaine quantité d'être toxiques pour l'organisme. Il faut savoir que le taux de mortalité global lié aux intoxications il est inférieur à 1% et que ces intoxications, elles sont accidentelles, surtout chez l'enfant. Elles sont suicidaires chez l'adulte, avec une prédominance féminine. En 2013, l'OMS estimait à 300 personnes le nombre de personnes mourant chaque année des suites d'une intoxication. Ici en Algérie, il n'y a pas de données de base. Il y a une étude qui a été réalisée en 2013 par le Centre antipoison d'Alger. Cette étude a conclu que les intoxications médicamenteuses constituent la première cause des intoxications aiguës, avec une légère prédominance féminine. Selon la même étude, les intoxications médicamenteuses, elles surviennent d'une façon accidentelle et elles sont domestiques, surtout chez l'enfant. Elles sont dans un but suicidaire et souvent polymédicamenteuses chez l'adulte. Par rapport aux tranches d'âge qui sont incriminées dans les intoxications médicamenteuses, selon cette étude, toutes les tranches d'âge sont concernées par les intoxications médicamenteuses. Et les tranches d'âge les plus exposées sont celles des enfants à l'âge préscolaire et l'adulte jeune de moins de 30 ans. Selon la même étude, les psychotropes sont la première cause d'intoxication médicamenteuse. Pour la démarche diagnostique en cas d'intoxication, on va se trouver devant trois situations. Soit on a une ingestion volontaire ou bien accidentelle d'un produit toxique avec un examen clinique normal. La deuxième situation, c'est un patient qui présente une symptomatologie clinique avec une prise de toxique bien définie. La troisième situation, c'est un patient qui est symptomatique et l'étiologie toxique est suspectée mais sans orientation initiale. Il faut savoir que le diagnostic d'une intoxication est basé sur plusieurs éléments. Il est basé sur l'anamnèse, les symptômes cliniques, les différentes investigations paracliniques, sur le bilan biologique, l'analyse toxicologique et dans certaines situations sur des tests diagnostiques et thérapeutiques. On commence par l'anamnèse. L'anamnèse, elle est basée surtout sur la recherche de plusieurs informations sur l'intoxiqué, sur le produit toxique et sur l'intoxication elle-même. Pour l'intoxiqué, on va chercher ses antécédents pathologiques, s'il y a un traitement en cours, l'âge du patient et le poids. C'est très important de savoir le poids, surtout chez l'enfant, et bien sûr la profession du patient intoxiqué. Par rapport au toxique, il faut demander des renseignements surtout sur la nature du toxique pris, sur la quantité ingérée, sur la voie de pénétration et le délai entre l'ingestion et l'arrivée à l'hôpital. Pour l'intoxication, il faut demander des informations surtout sur les circonstances de l'intoxication. Est-ce que c'est une tentative de suicide? Est-ce que le patient est un toxicomane ou bien c'est une erreur thérapeutique? En plus des circonstances, il faut demander sur le mode d'intoxication, c'est-à-dire la voie de pénétration. Est-ce que l'intoxication a été par ingestion, la prise de produits toxiques a été par ingestion, par inhalation ou bien par... Il faut savoir qu'en urgence, la certitude de l'intoxication n'est pas nécessaire. La seule suspicion d'intoxication se fait au raisonnement. Le raisonnement devant un malade intoxiqué
est basé sur la détermination de la nature des produits pris, sur la dose ingérée de ce produit et le délai de la prise en charge depuis l'ingestion. Alors, l'examen clinique d'un patient intoxiqué, il est basé surtout par la recherche des symptômes au niveau des grandes fonctions vitales. Il est basé sur la recherche d'une défaillance vitale nécessitant un traitement symptomatique immédiat par l'examen de l'appareil respiratoire, de l'examen neurologique et l'examen cardiovasculaire. Il faut savoir que l'examen clinique d'un patient intoxiqué, c'est un examen clé. C'est un examen clé parce que, outre son intérêt pour évaluer la gravité de l'intoxication, il permet à lui seul de confirmer la prise d'un toxique suspecté, d'identifier un toxique méconnu et d'orienter les examens complémentaires. L'approche clinique d'un sujet intoxiqué doit être orientée sur la recherche de toxidromes, qu'on va les voir par la suite. On commence l'examen clinique d'un patient intoxiqué par l'examen neurologique qui va nous permettre d'évaluer l'état de conscience. Si le malade présente un coma, on va voir si c'est un coma calme ou bien c'est un coma agité. Un coma calme, on le trouve souvent en cas d'intoxication par certains sédatifs et certains tranquillisants, comme les benzodiazépines, comme les carbamates, comme les barbituriques et l'intoxication par des opiacés. Un coma agité, on le trouve en cas d'intoxication par les antidépresseurs, intoxication par la cocaïne, intoxication par le monoxyde de carbone et un coma agité, on le trouve souvent en cas d'hypoglycémie. On utilise le score de Glasgow pour apprécier la profondeur du coma et surveiller l'évolution du patient. Il y a une certaine particularité d'un coma toxique. En cas d'un coma toxique, on constate l'absence de signes de focalisation, sauf en cas d'antécédents neurologiques avec séquelles. La profondeur d'un coma toxique est variable selon la dose et le délai depuis l'exposition. La réversibilité d'un coma toxique, elle est sans séquelles en absence de lésions anoxiques ou de complications. Après l'évaluation de l'état de conscience, on va passer à l'examen du pupille. On va voir la position des pupilles. Si le malade présente une mydriase périactive, il faut penser à une intoxication par des antidépresseurs tricycliques, une intoxication par la cocaïne, l'intoxication par une prise des antihistaminiques, intoxication par les carbamazépines et d'autres produits toxiques. Si le malade présente une myosine serrée, il faut penser à une intoxication par les opiacés, les opioïdes. On la trouve myose serrée en cas d'intoxication par les anticholinésterasiques, les insecticides et les organophosphorés. Et une malade, s'il présente une nystagmus, il faut penser à une intoxication par le phénétoine et les barbituriques. Généralement, la mydriase, les myoses et les nystagmus sont bélatines. Si le malade présente des convulsions bien des myoclonies, il faut penser à une intoxication aux antidépresseurs tricycliques, une intoxication par les insecticides, les organophosphorés, le carbamate et les organochlorés, intoxication aux hypoglycémions, intoxication aux certains agents sérotoninergiques et l'intoxication aux raticides. Après l'évaluation neurologique, on va faire une évaluation de la fonction respiratoire. On va faire un point sur le type de la respiration du patient. Si le malade présente une bradypnée ou bien il est en apnée, il faut penser à une intoxication aux opiacés, intoxication aux barbituriques, intoxication par cyanure, une prise de curare, une intoxication par les anticholinésterasiques, les organophosphorés et les carbamates. Si le malade a une respiration ample sans cyanose, il faut penser à une acidose métabolique. Si le malade a une respiration ample avec cyanose, il faut penser à une pneumopathie d'inhalation. On va demander une radiographie du thorax
qui n'est pas spécifique de la recherche toxique, mais elle va permettre d'orienter le diagnostic par la recherche de syndrome d'inhalation ou bien la présence d'un OAP lésionnel. Après l'évaluation respiratoire, on va faire une évaluation cardiovasculaire. Un malade intoxiqué peut présenter une hypotension ou bien un état de choc suite à une hypovolémie par perte hydroélectrolytique ou bien suite à une vasoplégie ou bien par altération de la contractilité myocardique. Un malade intoxiqué peut présenter troubles du rythme variés à type de bradycardie ou bien tachycardie ou bien il peut présenter directement un arrêt cardiaque. Cette symptomatologie cardiovasculaire, on la trouve souvent en cas d'intoxication par les antidépresseurs ou bien les antipaludiens de synthèse, la quinine et la chloroquine, ou bien intoxication par les carbamazépines et en cas d'intoxication par la. On continue l'évaluation cardiovasculaire par la réalisation d'un ECG qui est systématique devant toute intoxication grave. Il va nous permettre de chercher les signes électriques en faveur d'un effet stabilisant de membrane à type d'aplatissement des ondes T, ou bien allongement de l'espace QT, ou bien élargissement des complexes de QRS. Il faut savoir qu'il y a de nombreux médicaments possédant un effet stabilisant de membrane à dose thérapeutique ou bien à dose toxique. Il faut savoir que toute arythmie inexpliquée, surtout chez un sujet jeune, doit faire évoquer le diagnostic d'intoxication et pousser les recherches en. La prise de température centrale chez un malade intoxiqué, c'est un temps très important. En présence d'une hypothermie, il faut penser à une intoxication par l'éthanol, intoxication par les benzodiazépines, par les hypoglycémiants, par les opiacés ou bien par le monoxyde de carbone. La présence d'une hyperthermie va nous orienter vers une intoxication par les amphétamines, l'intoxication à la cocaïne, l'intoxication au lithium, ou bien l'intoxication aux inhibiteurs de monoamine oxydase, l'intoxication aux hormones thyroïdiennes, ou bien l'intoxication par les salicylés. Ou bien on va trouver une température, une hyperthermie maligne qui nous oriente vers une intoxication par les neuroleptiques ou bien par les produits anesthésiques comme les halogénies, les psychostimulants et les sérotoninergiques. Lors de l'évaluation digestive chez un malade intoxiqué, on va chercher une notion de nausée, vomissement, bien une diarrhée, qui nous oriente vers une intoxication par certains champignons, intoxication par la colchicine, ou bien on va trouver ces symptômes en cas d'intoxication par des solvants et intoxication par des métaux lourds. On va chercher une atteinte hépatique, soit une nécrose, soit une stéatose, soit une cholestase hépatique suite à une intoxication par le paracétamol, les phosphures d'aluminium, l'amanite phalloïde, intoxication au fer et intoxication au paraquat. On continue l'examen clinique chez un patient intoxiqué par la recherche de certains signes cutanés, comme une sécheresse cutanée qui va nous orienter vers une intoxication par des produits anticholinergiques, une pâleur, une cyanose ou bien une sueur va nous orienter vers l'intoxication par certains produits adrénergiques. La présence d'efflectins ou bien érythème va nous orienter vers intoxication, bien des brûlures chimiques. La présence des traces de ponction veineuse ou bien vénite, on les trouve surtout chez les toxicomanes. La présence d'œdème ou bien de traces de morsures ou bien de piqûres chez un malade intoxiqué. Il faut penser à une substance toxique, surtout des animaux venimeux. On va chercher d'autres signes associés chez un malade intoxiqué, comme la présence d'haleine particulière en cas d'intoxication à l'éthanol, intoxication à l'éther, méthanol, les organophosphorés, l'arsenic, le cyanure et la présence des corps cétoniques. L'aspect des urines brun marron va nous orienter vers une hémolyse intravasculaire ou bien une méthymoglobinémie.
Après l'évaluation de grandes fonctions chez un malade intoxiqué, on va chercher chez ce malade certains syndromes et un certain tableau clinique qui vont nous orienter vers une intoxication par un produit précis. C'est ce qu'on appelle les toxidromes. Alors, c'est quoi un toxidrome? Un toxidrome ou bien un syndrome d'origine toxique, c'est un ensemble de symptômes cliniques, biologiques et ou électrocardiographiques évocateurs d'une pathologie toxique. Ces symptômes sont la conséquence directe du toxique. Il faut savoir que les toxidromes sont presque jamais pathognomoniques d'un produit toxique. Chez un malade intoxiqué, on peut trouver un syndrome opioïdé qui se manifeste cliniquement par un coma calme, un myosis bilatéral, une bradypnée voire une apnée. On peut trouver une bradycardie, une hypotension, une notion de nausée et de vomissement, surtout en cas d'intoxication par les opioïdes et les opioïdes. Chez un malade intoxiqué, on peut trouver un syndrome adrénergique qui est associé des signes neurologiques, signes cardiovasculaires et des signes biologiques. Les signes neurologiques à type d'agitation psychomotrice, à type de tremblement, convulsion, avec le risque de survenue d'un AVC. Les signes cardiovasculaires à type tachycardie sinusale, la palpitation, douleur thoracique, angor, une hypotension via une hypertension avec le risque de survenue d'infarctus myocardique. Les signes biologiques en cas de présence d'un syndrome adrénergique chez un patient intoxiqué, on peut trouver une hyperglycémie, une hypokaliémie, une acidose lactique, une hyperleucocytose et une hypophosphorémie. Les produits qui sont responsables de ce syndrome adrénergique, surtout, c'est l'intoxication au bêta-mimétique, comme la thiophyline et le sel-butamol, ou bien intoxication à certains alpha-mimétiques, comme l'amphétamine et la cocaïne. Chez un malade intoxiqué, on peut trouver un syndrome anticholinergique, qui est associé à un syndrome central et un syndrome neurovégétatif. Un syndrome central qui se manifeste par une agitation, hallucination, troublement et convulsion. Un syndrome neurovégétatif par une mydriase bilatérale, tachycardie sinusale, sécheresse des muqueuses, retention d'urine et une constipation. Ce syndrome anticholinergique, on le trouve surtout en cas d'intoxication par les antidépresseurs tricycliques, en cas d'intoxication par les antihistaminiques, intoxication par les antiparkinsoniens et une intoxication par des neuro. Un autre syndrome qu'on peut le trouver chez un malade intoxiqué, c'est le syndrome cholinergique, qui est associé à 3 syndromes. On a le syndrome muscarénique, le syndrome nicotinique et le syndrome central. Un syndrome muscarénique, cliniquement, on a un myosis bilatéral, une bronchorrhée, un bronchospasme, bradycardie, douleur abdominale, vomissement, diarrhée et des sueurs. Un syndrome nicotinique est associé à des fasciculations musculaires, voire une paralysie musculaire, une tachycardie avec HTA. Un syndrome central, au début, on a une stimulation du système nerveux central, puis on a une dépression de ce système. On a généralement une agitation, céphalée, tremblement, confusion, ataxie, convulsion, voire coma. Les produits toxiques qui sont responsables du syndrome cholinergique, ce sont surtout les insecticides, les anticholinésterasiques, carbamate et les organophosphorés, les gaz de combat, l'intoxication aux champignons, l'intoxication au péridostigmine et l'intoxication à la neostigmine. On va chercher un syndrome neuroleptique malin en cas d'intoxication par les neuroleptiques. Ce syndrome, il est associé à un tableau de confusion, une hypertonie généralisée, une hyperréflexie ostéotendineuse, une hyperthermie, des sueurs, une instabilité hémodynamique, une rhabdomyolyse. On peut chercher le syndrome sérotoninergique.
qui associe des signes neurologiques, des signes neurovégétatifs et des signes biologiques. Pour les signes neurologiques, généralement, on a un état d'agitation avec confusion, hallucination. On a des myoclonies, des tremblements. On peut trouver un syndrome pyramidal, incoordination des mouvements, des convulsions et un état comateux. Les signes neurovégétatifs, on a une mydriase bilatérale, des sueurs, tachycardie, tachypnée, une hyperthermie, un frisson, hypotension artérielle, diarrhée. Les signes biologiques, on a une hyperglycémie, on peut trouver une hyperleucocytose, on a des troubles ioniques à type d'hypokaliémie et d'hypocalcémie, on peut trouver une CVD, on peut trouver une acidose lactique et une rhabdomyolyse. Les produits toxiques qui sont responsables du syndrome sérotoninergique sont les inhibiteurs monoamine oxydase et les tricycliques. Un autre syndrome, comme on peut le chercher chez le malade intoxiqué, c'est le syndrome stabilisant de membrane. Cliniquement, il est associé à une défaillance de tous les organes de grande fonction. On va trouver un choc cardiogénique, on va trouver un état comateux, des convulsions et une détresse respiratoire aiguë. Biologiquement, on a une hypocalémie, une acidose métabolique. On va réaliser un ECG sur lequel on va trouver certains signes électriques qui vont orienter le diagnostic. C'est un type d'aplatissement de l'onde T, allongement de l'espace QT, élargissement du QRS, les ondes P allongées et une arythmie ventriculaire. Après l'examen clinique, on va réaliser certains examens complémentaires pour continuer notre démarche diagnostique. Ces examens complémentaires, ils ont un intérêt thérapeutique, diagnostique et bien sûr vont nous permettre de voir le pronostic du patient. Sur le plan pour l'intérêt thérapeutique, ils vont nous permettre d'adapter le traitement adéquat pour le patient. Pour l'intérêt diagnostique, ils vont nous permettre de confirmer le diagnostic d'une intoxication. Et pour l'intérêt pronostic, ils vont nous permettre de chercher certaines anomalies, surtout biologiques, qui vont nous orienter vers le degré de gravité de l'intoxication. On va réaliser des examens biologiques, on va demander un ionogramme à la recherche d'une hyperkaliémie, hypokaliémie, qu'on trouve dans certaines intoxications comme la tubulline chloroquine. On va chercher une hypoglycémie, on va demander un bilan hépatique, surtout en cas d'intoxication par le paracétamol. On va demander un bilan rénal, surtout en cas d'intoxication par certains médicaments qui sont néphrotoxiques. On va demander une formule à la recherche d'une anémie ou bien une recherche d'agranulocytose, d'ablasie médulaire. Et on va demander bien sûr un bilan d'hémostase en cas de TP et l'INR, surtout en cas d'intoxication par les antivitamines. Chez un patient intoxiqué, on va réaliser certaines analyses toxicologiques. Cette analyse toxicologique vont permettre d'identifier et de doser le toxique afin de confirmer ou non l'hypothèse d'intoxication. L'analyse toxicologique va permettre d'évaluer la gravité de l'intoxication et de surveiller l'efficacité du traitement administré aux patients intoxiqués. La réalisation des examens toxicologiques se font sur un prélèvement sanguin à la recherche du produit toxique directement dans le sang. On peut réaliser les prélèvements toxicologiques sur un prélèvement urinaire pour apporter plus des informations sur la consommation des toxiques au cours des 24 à 48 heures précédant le recueil. Ou bien, on peut réaliser des analyses toxicologiques au niveau des urines en cas d'intoxication par une substance à élimination rapide. On peut réaliser le prélèvement toxique sur le liquide gastrique en cas d'ingestion récente. Il faut savoir que l'examen toxicologique n'est pas essentiel dans le cadre de l'urgence. Le plus important, c'est de faire un examen clinique complet chez le patient intoxiqué, de réaliser des examens biologiques. Après la démarche diagnostique, on arrive à la prise en charge thérapeutique d'un malade intoxiqué.
Le traitement chez un malade intoxiqué est basé, il associe 4 volets. On a un traitement symptomatique qui est le traitement salvateur à lui seul dans un grand nombre d'intoxications. Il est basé sur la décontamination selon la porte d'entrée, digestive, cutanée ou bien oculaire. Il est basé sur le traitement épurateur et bien sûr le traitement spécifique ou bien l'administration de certains antidotes. Le traitement symptomatique chez un malade intoxiqué, on a certaines mesures générales à prendre. Si on est devant un malade inconscient, il faut penser à le mettre en position latérale de sécurité. Si le malade présente une défaillance viscérale ou bien il y a notion d'une prise d'un produit toxique grave, il faut penser à faire une hospitalisation. Il faut monitorer, il faut les mettre en condition, monitorage par un monitorage non invasif pour sa surveillance. Et bien sûr, la règle de 4 tuyaux à chaque fois que c'est possible et l'état général du patient le demande. Il faut penser à prendre une voie veineuse, bien sûr de bon calibre, une oxygénation, une sonde nasogastrique et une sonde. En cas de collapsus ou bien de déshydratation, il faut réaliser un remplissage vasculaire. En présence d'un état de choc, il faut penser à l'administration de drogues vasoactives comme l'adrénaline et la noradrénaline. Il faut penser à l'intubation trachéale en présence d'un coma profond par des psychotropes, en présence d'un collapsus sévère, surtout en cas d'intoxication par les cardiotropes, en cas de détresse respiratoire aiguë et en cas d'un état de mal convulsif. Il faut penser à administrer du sérum glucosé hypertonique en cas d'hypoglycémie, d'administrer l'atropine en cas de bradycardie, c'est-à-dire une fréquence cardiaque inférieure à 45, de donner des benzodiazépines en cas d'état d'agitation ou bien en cas de convulsion. Le traitement évacuateur, il a 2 objectifs. Il permet d'augmenter l'élimination du produit toxique et diminuer son absorption. On a le traitement évacuateur. On peut réaliser la décontamination cutanée et oculaire. En cas de décontamination cutanée, il faut faire le retrait des vêtements et des bijoux. Et on fait un rinçage abondant et prolongé avec des grandes quantités d'eau. La décontamination digestive en cas d'intoxication par ingestion, il faut penser à réaliser un lavage gastrique. Il est bien indiqué en cas d'ingestion d'une substance non carbo-absorbable qui remonte à moins de 2 heures du temps. Le lavage gastrique il est contre-indiqué en cas de troubles de la conscience, de vomissement, de substances, ou bien en cas d'intoxication par une substance moussante ou pétrolière, en cas d'instabilité hémodynamique, en cas de présence de varices ésophagiennes, ou bien en présence d'un ulcère gastrique en poussée. En cas de trouble, pour le lavage gastrique, en cas de trouble de la conscience, on peut le réaliser après l'intubation du patient. Les modalités de la réalisation d'un lavage gastrique, il faut placer une sonde nasogastrique et faire un lavage avec l'eau de robinet réchauffée à 37 degrés. Et on rajoute une cuillère à soupe de sel pour chaque litre d'eau. Et on va réaliser des lavages avec aspiration jusqu'à ce que le liquide devienne clair. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'envoyer le premier prélèvement de lavage gastrique pour des analyses. Voilà une image qui montre comment réaliser le lavage gastrique chez un malade intoxiqué par la voie digestive. La décontamination peut être réalisée par l'administration de charbon activé. Il trouve bien son indication en cas d'intoxication par une substance qui est carbo-absorbable à dose toxique avec un délai d'ingestion remonte moins de 2 heures. L'administration de charbon activé est contre-indiquée en cas de trouble de la conscience, en présence de vomissement, en cas d'intoxication par des produits caustiques moussants ou bien pétroliers,
en cas d'instabilité hémodynamique et en cas de détresse respiratoire. La posologie de charbon activé, on peut le donner en dose unique. Chez l'adulte, généralement, on donne 50 grammes et chez l'enfant, c'est 1 gramme par kilo. On peut administrer le charbon activé à dose multiple en cas d'intoxication par une substance à libération prolongée. On va donner le charbon activé chaque 6 heures à dose de 25 grammes chez l'adulte et 1 gramme par kilo et par 6 heures chez l'enfant. Après les traitements évacuateurs, on a les traitements épurateur. On va réaliser une alcalinisation des urines en cas d'intoxication par des salicylés. En cas d'intoxication par le phénobarbital avec un coma profond, on fait une alternance entre l'administration du sérum salé et le bicarbonate du sodium à dose de 3 à 6 litres par jour. L'objectif de ce traitement, c'est d'avoir un pH urinaire supérieur à 8. Au cours de ce traitement, il faut bien surveiller la diurèse du patient, le pH urinaire chaque 6 heures et la saturation en oxygène. L'alcalinisation urinaire, elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance cardiaque sévère, vu la quantité du liquide administré. Elle est contre-indiquée en cas d'anurie. Elle est contre-indiquée en cas de cirrhose grave. On peut réaliser un autre traitement épurateur, l'hémodialyse, en cas d'intoxication sévère par les salicylés, en cas d'intoxication par le lithium, intoxication par le méthanol ou bien éthylène glycol, ou bien en présence d'une acidose métabolique sévère non corrigée par les bicarbonates de sodium ou bien en cas d'insuffisance rénale aiguë. Le traitement épurateur peut faire appel à l'hémodiafiltration en absence d'un centre d'hémodialyse ou bien en cas d'instabilité hémodynamique chez les malades intoxiqués. L'épuration, traitement épurateur, peut faire appel à l'exsanguinotransfusion en cas d'hémolyse intravasculaire toxique sévère ou bien lorsque le taux de méthhémoglobinémie est supérieur à 50%. Après le traitement épurateur, chez certains malades intoxiqués, on peut faire appel à un traitement spécifique ou bien l'administration de certains antidotes. Voici, c'est un tableau qui résume les antidotes les plus utilisés en cas d'intoxication. Essayez de connaître le maximum des antidotes. Il faut savoir que, par exemple, le N-acétylcysteine, c'est un antidote du paracétamol. Le flumazenil, c'est un antidote des benzodiazépines. Le naloxone, c'est un antidote des opiacés et des opioïdes. Le sérum glucosé hypertonique, il est administré en cas d'intoxication par des hypoglycémiens. Le sérum bicarbonaté, il est administré en cas d'intoxication par les antidépresseurs. L'insuline en cas d'intoxication par les inhibiteurs calciques. Le glucagon, il est administré en cas d'intoxication par les bêta-bloquants. L'atropine en cas d'intoxication par des organophosphorés. Bien sûr, en cas d'intoxication pour le monoxyde de carbone et le cyanure, il faut bien sûr faire appel à l'administration d'oxygène. L'intoxication par les antivitamines K fait appel à la vitamine K. Voilà, c'est les produits les plus utilisés. Ils sont disponibles dans certains services d'urgence. Concernant le pronostic d'un malade intoxiqué, son pronostic, il dépend du produit toxique lui-même. Il dépend de la dose toxique ingérée et ça dépend du terrain sur lequel l'intoxication survient, c'est-à-dire l'état qu'a le malade. Le pronostic d'un malade intoxiqué dépend du délai entre l'ingestion et le début de la prise en charge et il dépend des complications survenues suite à cette intoxication. Merci.